salue. Aujourd'hui, version française et version fondante, gourmande, salée, sucrée, chocolatée, épicée. L'art de manger bien et beau à la française, c'est dans ce numéro spécial gastronomie Miam. Une spéciale gastronomie aujourd'hui dans version française. On commence par le portrait de Mathilde de Lécotet, photographe culinaire. Puis une balade pour les fous de chocolat dans un restaurant un peu particulier. Nous continuons avec le portrait de Michel Gay, créatrice de poudre magique pour vos petits plats. Enfin, découvrez le chef de la grenouillère, le prometteur Alexandre Gauthier. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur une nouveauté savoureuse de la semaine. Chic version française, c'est maintenant. Marie Sixtine est une marque de vêtements au style bohème chic. Au-dessus de sa boutique rue de Charonne dans le 11e arrondissement de Paris, l'équipe a imaginé le lieu dans lequel vivrait la fille Marie Sixtine si elle existait. Un appartement chic à la touche parisienne, tout en sobriété et poésie. Ancienne salle de spectacle datant du XVIIIe siècle, la Gaîté Lyrique s'est reconvertie en 2011 pour devenir un lieu dédié aux cultures numériques et aux musiques actuelles. Un espace hyperactif où on peut aussi bien profiter de concerts électroniques, d'expos ludiques ou d'ateliers expérimentaux pour un moment plein de modernité. Amy Sioux, photographe freelance pour Vogue Paris, sort un livre étonnant. Elle a demandé à 50 Parisiens d'esquisser le plan d'un lieu ou d'une rue qu'ils aiment pour pouvoir vagabonder en suivant leurs traces et photographier l'intimité urbaine de ces étrangers. Une initiative qui valorise l'échange entre artistes et habitants. Fusalp est la référence mode des vêtements de ski et d'après-ski depuis 1952. Fusalp, c'est aussi l'idée d'une élégance à la française et le gage d'une ligne aussi élancée que sportive. Car que vous soyez première étoile ou chameau d'argent, la marque vous permettra d'allier performance et confort sans sacrifier le style. Qui n'a pas déjà bavé devant la couverture d'un livre de cuisine ou alors devant une photo d'un gâteau alléchant? C'est tout l'art que pratique Mathilde de Lécotet, photographe culinaire et portrait de cette semaine. À Paris, il y a des marchés un peu partout, à chacun son quartier. Et sur ces marchés, il n'est pas rare de croiser Mathilde de Lécotet. Ça en tire voilà de la grenade, mais alors vraiment, c'est pas la saison. Pardon, excusez-moi, madame. Profession photographe, passion, la matière, alimentaire de préférence. La petite truffe noire, là, ce qu'ils appellent la truffe noire. C'est génial. La vitelotte. Moi, ce qui m'amuse, c'est de traiter des produits du quotidien et de montrer des images totalement différentes. C'est-à-dire que c'est vrai que la carotte, tu la tranches toujours à peu près dans le même sens, mais si tu la tranches dans l'autre sens très finement et tout ça, tu t'aperçois qu'il y a des designs de dingue. Tu vois, j'ai envie de faire une photo avec les trois différentes et montrer presque l'ADN de chacune, tu vois. Une fois que je serai en studio et qu'on va commencer à les traiter, ça va être vachement bien. Du quartier Barbès à celui de l'Alma, Mathilde suit les saisons et garde une âme d'enfant, toujours prête à l'émerveillement. Grosse et petite, un peu des deux, comme ça je trouverai certainement mon bonheur dedans, en taillant. Curieuse, c'est l'adjectif qui convient pour parler de Mathilde de Lécotet. Photoreporter pendant 10 ans, elle a raccroché sa carte de presse et s'est passionnée pour la cuisine. Mais une cuisine pas comme les autres, un regard décalé sur la beauté que la nature nous offre, mais que nous ne savons pas toujours regarder. Dans son atelier, au pied de la butte Montmartre, elle entre dans la matière sans aucun complexe, mais avec humour et fascination. Et ça a été le hasard de la vie, hein. J'ai rencontré Ducasse. Moi, je revenais des États-Unis et lui, il cherche un photographe qui ne venait pas de cet univers-là, du monde culinaire. Certainement parce qu'il en avait marre de toujours cette idée assez posée de la bouteille d'huile d'olive, la grappe de tomate. Ça ne résonne pas en moi, donc je me suis intéressée à ça en virant tout le reste, tout le chichi qui était autour.
J'ai dématérialisé la photo de cuisine. J'ai tout viré. Et je me suis dit, il y a assez dans l'assiette. Finalement, on parle de ça. C'est sublimer ce qui existe déjà. Et aujourd'hui, de la même façon, betterave, poire, ce que tu veux, d'ailleurs caviar, tout ce qui passe entre nos mains et dans nos assiettes, si tu les regardes de très près et autrement et que tu les éclaires, tu t'aperçois que c'est d'une richesse incroyable. Donc je m'amuse dans ces lignes-là, dans ces volumes, ces lignes et ces couleurs. Et c'est parce que je pars du réel que j'arrive à ça. C'est ce qui m'amuse, c'est ça, c'est de retravailler le réel, de me mettre au service de ça. Fantasmagorie de betterave, écume de radis noir, le monde de Mathilde somme comme le menu d'un grand restaurant. Un travail de dentelle, de bulles et de transparence, sorti de son imaginaire, mais sûrement pas de sa culture gastronomique. Moi, ma référence, c'était quand je mange de la purée mousseline. À partir de là, tout était possible. J'avais donc aucune référence. Donc à partir du moment où tu n'as aucune référence, tu n'as fait aucune école de photo, tu n'as aucune barrière. C'est sans doute cette liberté-là qui lui permet d'aller aussi loin, de défier les lois du genre culinaire. Simplement, dit-elle, en racontant les histoires qui trottent dans sa tête. Ce qui m'importe dans tout ça, c'est de raconter une histoire. Je raconte une histoire dans un cadre fixe, délimité, qui est un 24-36. Et ben moi, je peux faire raconter une histoire à de la betterave ou un grain de raisin. Mais c'est moi, avec mes lunettes, tu vois. Alain Ducasse, Thierry Marx, depuis des années, les grands chefs inspirent la photographe. En travaillant à leur côté, elle ose repousser toujours plus loin les limites de l'art culinaire. Il était une fois la matière alimentaire. Entre une expo à New York, un marché parisien, un livre à concevoir, l'histoire préférée de Mathilde, c'est celle-là, celle qui vient des profondeurs de la terre. Attention, les accros peuvent ressentir des émotions fortes devant notre reportage spécial chocolaté. On a découvert 2 adresses pour les fondus de chocolat. Direction d'abord le 6e arrondissement de Paris, chic et historique. Un concept store incroyable autour du chocolat, au nom très prometteur, un dimanche à Paris. Si vous aimez l'univers du chocolat et du cacao, ce lieu magique et gourmand est fait pour vous. Le parti pris n'était pas de reproduire des recettes à la mexicaine avec des sauces chocolat et donc un sucré salé, mais au contraire de travailler sur une sorte de voyage de saveurs où on crée des combinaisons subtiles et élégantes, c'est-à-dire avec une petite quantité de cacao ou de chocolat dans chaque plat, de façon à avoir des combinaisons aromatiques tout à fait nouvelles et vraiment succulentes. Un lieu unique car dans tous les plats de sa carte, le chef utilise le chocolat. Il faut retirer dans la tête des gens qu'on ne fait pas de sauce Nutella ou quelque chose comme ça, quoi. C'est de la cuisine salée, c'est pas de la cuisine salée sucrée, quoi. C'est vraiment de la cuisine. Les différentes formes de chocolat, de cacao, transformé, pas transformé, brut, fèves de cacao. Donc là, on a du chocolat blanc qui nous sert à faire certaines sauces. On utilise plus le côté gras du chocolat qui apporte la côté matière grasse qui remplace le beurre, en fait. Donc c'est assez intéressant. Un petit tour dans la boutique pour goûter le caramel au beurre de chèvre et sarrasin ou tout simplement la pâte chocolat noisette à tartiner qui vous rendra complètement addict. Dur de ne pas craquer ici pour l'originalité et la qualité des produits.
Nous les appelons les billes d'épices. Ce sont des épices qui sont enrobées de chocolat. L'idée était de trouver un produit qui fasse le lien entre, bien sûr, notre boutique, mais aussi le restaurant. Nous proposons 5 variétés différentes qui permettent en fait au grand public de découvrir ces associations chocolat-épices et donc de les grignoter avec plaisir, mais aussi surtout de les utiliser en cuisine. Côté sucre, petite démonstration en vitrine par le chef pâtissier d'un dimanche à Paris. Ce gâteau a une histoire, voici le péché d'Adam. Un blogueur américain fan de pâtisserie cherchait à réaliser un gâteau qui lui ressemble. 100% US avec des cacahuètes, du caramel, du doré. En ce qui concerne le cacao, il y a de très très grandes différences de qualité, de goût suivant les cépages, c'est-à-dire les variétés. Donc on trouve autant de variétés de cacao qu'on peut trouver de variétés de raisins pour élaborer des vins. Donc c'est très important d'aller sourcer les cacaos, comme nous disons dans la profession, en fonction de la qualité des chocolats qu'on souhaite élaborer. Dans cette ruelle, tout près de la place de l'Odéon, vous vivrez l'esprit de Saint-Germain-des-Prés. Direction maintenant le marché Saint-Honoré, autre quartier chic de Paris, pour découvrir la boutique gourmande de Hugo et Victor. Des chocolats aux pralines irrésistibles en passant par des bonbons multicolores au chocolat en forme de sphère. À l'intérieur, des fruits coulants de saison. Tout cela sous forme de petits livres gourmands. À travers la technique, à travers notre savoir-faire, mettre en avant la matière première. C'est sur la texture, le chocolat qui croque, le crémeux du caramel. Après, en bouche, on va d'abord sentir le chocolat. Puis après, ce côté caramel, caramel fondant. En fin de bouche, il y aura la saveur poire, mirabelle, amande, kumbawa qui va finir en bouche. C'est entre un chocolat et un petit four. Souvent, dans un restaurant gastronomique, au moment du café, on vous amène une petite assiette avec des chocolats, des caramels, des mignardises. Et l'idée, c'était vraiment de créer quelque chose d'intermédiaire, facilement transportable. C'est un joli patchwork de couleurs. C'était de garder cet état d'esprit de la gastronomique et c'était de le restituer dans une pâtisserie, puis dans une chocolaterie, puisque c'est mon métier. Ensuite, le marché, par exemple, en ce moment, on est en pleine saison de figues et de mirabelles. On fait des desserts aux figues et aux mirabelles. Quand la mirabelle va disparaître, on va travailler la pomme. Et après, on travaillera les agrumes, le citron, la clémentine. En novembre-décembre. En janvier, on va travailler l'orange sanguine, et ainsi de suite. Chez Hugo et Victor, passez un moment gourmand dans cet univers gastronomique tout en chocolat et fruits de saison. Des ganaches et des pralinés, on fait nos pralinés maison. On achète par exemple les amandes en Provence, les noisettes en Italie, on fait nous-mêmes notre praliné. On n'achète pas un seau tout fait de pralinés. Ce choix de tout réaliser soi-même et de faire un choix de matière première le plus noble possible. Cet été, le Kumbawa nous a apporté un zeste de fraîcheur. La figue, l'amande, la poire ou le raisin de premier choix seront les saveurs de l'automne pour les chocolats et pâtisseries de Victor et Hugo. Venez apprendre, découvrir, éduquer vos papilles avec ces 2 adresses parisiennes chocolatées. Quand vous avez un coup de barre, passez votre dimanche à Paris et laissez-vous tenter par un livrosphère chocolaté de Hugo et Victor. Focus sur un métier très particulier aujourd'hui, celui de Michel Gay, parfumeuse culinaire qui relève vos petits plats avec ses poudres magiques. Les idées de Michel Gay se flairent et se goûtent. Cette parfumeuse culinaire fabrique des poudres odorantes à manger et à cuisiner. J'ai mis 4 gouttes sur la rose parce que je le veux vraiment en dominante rose. Ces poudres d'essence de rose ou de fèves tonka sont à mélanger dans des recettes ou à saupoudrer sur vos plats. Par exemple, c'est une composition de myrrhe, d'encens, d'épices posée sur une cassonade. C'est un parfum que je considère sensuel puisqu'il est charmant et séducteur. Et j'aime beaucoup l'associer à la cuisine orientale, au tagine ou même à une cuisine de chasse, une cuisine assez puissante parce qu'il est lui-même vraiment très très puissant. Ce n'est pas en gastronomie que cette ancienne organisatrice de réception a appris son art, mais à l'école des parfumeurs. Avec elle, même le vétiver s'utilise comme une épice.
Alors le vétiver, je l'associe avec le fromage et je dirais avec tous les fromages, vraiment. Donc il nécessite une composition, il est assez brutal olfactivement, donc il demande à être accompagné. Donc je l'accompagne ou je l'enrobe très souvent soit d'une menthe poivrée, d'une menthe fraîche ou d'agrumes. Et pour réaliser ces poudres de saveur et de senteur, elle dilue des huiles essentielles sur du sucre qui sert de base à tous ses parfums. J'ai essayé toutes les textures possibles imaginables, toutes les bases, et je me suis rendu compte que seul le sucre exhaustait et permettait de relier, d'arrondir les parfums. On perdra le côté sucré et on pourra diluer ce parfum sur un sel, par exemple, et on deviendra là en parfum salé. Les huiles essentielles réagissent à la texture du sucre. S'il est brun, brut glacé ou affiné, l'élixir sera différent. Commençons par un fleuri, par exemple, un parfum plutôt fleuri. Je vais utiliser sur cette texture-là de base, donc poudre d'amande, sucre glace et poudre de rose. Je vais le renforcer en huile essentielle de rose. Comme une parfumeuse, Michel travaille toujours avec sa grille d'évaluation des senteurs. Donc j'ai besoin de la lavande. Elle dose les huiles essentielles, elle en a plus d'une centaine. Une de jasmin, parce que ça c'est excessivement fort et puissant. Une goutte de jasmin, une de santal, 4 gouttes de rose et 3 de lavande. Le mélange prend forme. Et puis maintenant, il va falloir qu'on les travaille. Donc je remue symboliquement, mais je vais surtout devoir bien les tamiser. Ça, c'est vraiment une étape qui est essentielle, parce qu'elle permet vraiment au parfum de bien se libérer, de bien se mélanger. Ensuite, il faut laisser reposer le nectar dans une boîte hermétique 3 semaines. Il devient alors un arôme puissant à saupoudrer sur des plats ou à déguster tel quel. Voilà, donc vous prenez une cuillère. Allez, je vous sens audacieux, goûter sans connaître la composition. Invitée dans un salon d'exposition, elle teste avec le public une autre formule. Du parfum d'encens à savourer sur une poudre de spéculoos et de meringue. C'est l'encens qui donne le côté poivré, un peu piquant. On n'en goûte pas tous les jours, mais bon, faut le savoir. C'est un côté lunaire un peu... Je vais garder tous ces goûts d'épices. Je vais garder également cette longueur en bouche aussi, qui est très étonnante. Voilà. Depuis 10 ans, Michel Guay est devenu une référence de la fragrance culinaire et pas seulement chez les gastronomes. Mes principaux clients sont plutôt des parfumeurs qui s'intéressent à la démarche gastronomique, vraiment pour approcher le parfum, non plus par l'olfaction mais par le goût. Et je collabore très souvent avec les parfums Thierry Mugler. Ils m'ont demandé par exemple de créer des recettes qu'ils vont eux interpréter en parfum. Kenzo aussi s'intéresse au talent de Michel Guay. Une soirée de dégustation est prévue dans cette épicerie fine. Michel fera découvrir ses poudres délicates sur des fromages forts et de la charcuterie. Ce qui m'intéresse, c'est d'accorder cette force et cette puissance de ces produits avec des parfums, en les accompagnant ou en les contrastant de façon assez violente. Par exemple, sur un jambon avec des notes excessivement féminines et raffinées, telles que la rose ou le jasmin, par exemple. Donc celui-ci, je vais quand même le tester avec la poudre de noisette, parce qu'on peut imaginer que sur un plan gustatif, on est sur des notes prolongées. Ouais. J'incite à aller vers des accords un peu plus étonnants. Pas forcément dans un geste de quotidienneté, mais de découverte, pour découvrir ses frontières et justement arriver à bien découvrir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas et faire ses choix. Comme l'a fait Clochette, Michel saupoudre ses arômes sur vos plats pour les réinventer toujours. C'est un portrait croustillant que nous vous proposons aujourd'hui avec Alexandre Gauthier à la tête de son hôtel-restaurant La Grenouillère pour le plus grand bonheur de nos papilles. Sous le chapiteau de La Grenouillère, le spectacle se joue midi et soir. En piste depuis 10 ans, Alexandre Gauthier est un jeune chef étoilé.
La 5, on y va, 2 potimarrons, super. Ouais, super. 2 crevettes. Ah, Andrew pour toi. Remodelée grâce à une nouvelle architecture, son auberge est devenue un repère gastronomique de la région de Lille. Un seul mot d'ordre ici, remuer les palais et les a priori. On s'interroge sur ce que chaque ingrédient, chaque produit est au fond de lui-même et comment on peut avoir une lecture nouvelle et différente de ce produit. On n'a pas de déguisement, donc on ne triche pas. Tout est là, tout est là. Et le décor colle au tempérament du chef, direct et spontané. Table et siège en cuir de selle de cheval, un couteau du Jura pour tout le repas et des assiettes comme des écuelles d'autrefois. Pour la cuisine en tout cas, l'idée c'est de retrouver ce qu'étaient les cuisines au Moyen-Âge. Les cuisines de monastères, d'abbayes et de grands châteaux étaient faites sur des grands hôtels. Donc c'est pour ça qu'on a des postes avec des grosses épaisseurs, très larges. Et avant le sol était souillé. Donc pour tout ce qui était sain était en l'air. Donc il y avait que ce qui était suspendu qui était sain. Et on a voulu retrouver cet esprit de suspension d'antan par l'éclairage et différents éléments. En guise de chambre, l'auberge du chef propose des huttes en pleine nature. Moi, je ne voulais pas des chambres avec un couloir, avec des vis-à-vis, avec comment créer un lieu de vie passagère, hein, où dormir, mais dans un lieu différent. Donc on y met le minimum et l'essentiel. Et on y retrouve tout le luxe qu'on a besoin aujourd'hui. On n'a pas tout changé. L'idée, c'est de garder cette vieille ferme, c'est cette longère qui avait 350 ans, qui est un restaurant historique, hein, voilà, vraiment depuis 100 ans restaurant. Et l'idée, c'est vraiment de s'ouvrir sur le jardin. Avant, on n'avait que la cour. Et là, on s'ouvre sur le jardin, on s'ouvre sur la végétation, on s'ouvre sur le ciel. Une première étoile à 29 ans, encensée par la revue Omnivore et sacré chevalier des arts et des lettres. Alexandre est aussi sollicité à l'étranger. Il revient tout juste de New York. J'ai fait une démonstration, on a fait une masterclass, c'est-à-dire une démonstration de 45 minutes devant 650 personnes, essentiellement des professionnels. Et le lendemain, j'ai fait 2h30 de workshop, donc un atelier de la cuisine de ce que je fais ici. L'idée, c'est de proposer le travail et l'esprit de la grenouillère à New York. Juste pour vous qui n'êtes pas à New York, voilà quand même un workshop sans sous-titres sur l'oseille, histoire de comprendre le style du chef. Bon, je vous présente l'épinard, le vieil épinard français le plus mal aimé des Français, ou le moins connu, c'est l'oseille. Si vous la cuisez, elle va devenir marron, noir. La note d'acidité va se transformer en amertume, donc nous on a décidé d'en faire un dessert. Et c'est juste la feuille de l'oseille, son fruité associé à une base légèrement lactée, qui permet qui l'envoie dans une autre dimension. Après on fait une bulle de sucre. Le sucre, on la souffle comme si on soufflait du verre, comme si on faisait une ampoule. On fait fondre du sucre, on fait une pastille. Une fois la pastille, on la met à 60 degrés et après on la pompe avec, voilà, nous on souffle pas dedans parce que c'est alimentaire. On a une petite poire et on souffle dedans. Et après, ça fait un petit nœud, on coupe le petit nœud et voilà, ça fait un récipient comme ça. Ça, c'est un des 3 desserts du menu. C'est un dessert qui est phare, c'est un dessert qui a quelques années déjà ici. On remplit. Vous voyez, la glace est consistante, elle est juste à bonne température, elle n'est pas trop froide, elle n'est pas trop chaude. Alors, normalement, on peut soit la présenter comme ça, ouais. Mais je la présente pas comme ça. On l'amène comme ça c'est le client, on pose la chose, on la casse en fait. On l'amène comme ça, on vient la briser dedans. Parce que tout le long du repas, on s'est appliqué tout le long à être précis sur la présentation. On travaille avec nos doigts, nos pinces épilées, des choses comme ça. À la fin, ce dessert-là, il vient exploser. Il va exploser en bouche, c'est le dernier dessert, c'est la dernière chose que vous allez manger ici. Il vient exploser, mais surtout, c'est la pesanteur qui fera la présentation. Parce que des fois, les choses les plus simples, l'accident peut créer la beauté. Et qu'importe ce qu'on dit de lui, Alexandre est bien heureux et sans balance. Dans les couloirs sombres.
J'espère que vous vous êtes bien régalés aujourd'hui. Alors soyez gourmets toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye!